Un garçon de 10 ans est entré en pleurant dans la boutique des Hells Angels et a dit: Ma grand-mère est enfermée dans la cave. Au début, ils n'ont pas compris, mais lorsqu'il leur a dit qui avait fait cela, ils ont tous été horrifiés. Il s'appelait Ethan Callahan et n'était pas censé être là. Le garage se trouvait à seulement 3 pâtés de maison de la petite maison qu'il partageait avec sa grand-mère, Margaret. C'était un endroit qui lui avait autrefois procuré un sentiment de sécurité, à l'époque où son grand-père était encore en vie. Mais cette sécurité avait disparu le jour où Robert était revenu à la maison. Le propre fils de Margaret, l'homme qui avait promis de l'aider après qu'elle soit devenue veuve, était revenu vivre chez elle, prétendant qu'il voulait s'occuper de tout. Au lieu de cela, il avait tout pris, sa pension, ses économies et sa dignité. Quand elle l'avait finalement confronté au sujet de ses comptes vides et de l'odeur permanente d'alcool dans son haleine, il avait fait quelque chose d'impensable. Il l'avait enfermé dans la cave. Ethan avait dormi à l'étage pendant 3 nuits, l'écoutant tousser à travers le plancher. Il était trop terrifié pour appeler la police et trop jeune pour se défendre. Mais ce matin-là, lorsqu'il a ouvert la porte du sous-sol juste assez pour lui passer un verre d'eau, il a vu à quel point elle était devenue faible. C'est alors qu'il a compris qu'il ne pouvait plus rester silencieux. Patrick Donnelly a été le premier à remarquer le garçon debout au bord du terrain. Il avait déjà vu Ethan passer devant le garage pour se rendre à l'école. Ethan regardait toujours, mais ne s'approchait jamais. Les enfants de Scranton connaissaient l'existence des motards comme ils connaissaient l'existence des voies de train. C'était quelque chose que l'on reconnaissait, mais auquel on ne s'approchait pas. Mais cette fois-ci, c'était différent. Le visage d'Ethan était rouge et ses mains tremblaient. Lorsque Patrick lui a demandé ce qui n'allait pas, la voix du garçon s'est brisée. Ma grand-mère est enfermée dans le sous-sol. Patrick s'est redressé. 2 autres hommes à proximité ont arrêté ce qu'ils faisaient. Comment ça, enfermée? Il l'a mise là-bas, a dit Ethan. Il y a 3 jours, elle ne peut pas sortir. Qui l'a mise là-bas? La voix d'Ethan s'est réduite à un murmure. Son fils. L'atmosphère a changé. Patrick échangea un regard avec les autres. L'un d'eux, un homme nommé Tommy, posa sa clé à molette et s'approcha. Personne ne dit rien pendant un moment. Puis, s'accroupissant pour se mettre à la hauteur des yeux du garçon, Patrick dit « Montre-nous ». Ils ne posèrent pas d'autres questions. Ils n'attendirent pas d'explications. Ethan se retourna et se mit à marcher, et les moteurs le suivirent. Les 3 pâtés de maison leur parurent plus longs qu'ils ne l'étaient en réalité. Le garçon ne se retourna pas une seule fois, son petit corps avançant avec détermination, comme si le fait d'avoir prononcé ces mots à voix haute lui avait enfin donné la permission d'agir. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Ethan s'arrêta devant la porte d'entrée. Sa main s'attarda sur la poignée, puis se retira. « Il n'est pas là pour le moment, dit-il. Il est parti ce matin. » Patrick acquiesça. « Où est-ce la porte du sous-sol? » Ethan les fit entrer. La maison sentait le renfermer, comme de la vieille nourriture et quelque chose d'aigre. La porte du sous-sol se trouvait dans le couloir. Lorsque Patrick essaya la poignée, elle ne bougea pas. Un cadenas était accroché au loquet extérieur. Tommy n'hésita pas. Il sortit un petit outil de sa veste, manipula la serrure pendant moins de 10 secondes, et elle s'ouvrit dans un clic. Patrick poussa la porte pour l'ouvrir en grand. Les escaliers craquèrent sous leurs pas. Le sous-sol était froid et faiblement éclairé par une seule ampoule qui atteignait à peine les coins. Au fond de la pièce, enveloppée dans des couvertures sur un matelas fin, se trouvait Margaret Callahan. Elle leva lentement les yeux, ses yeux s'habituant à la présence soudaine d'étrangers. Elle avait 65 ans, mais à ce moment-là, elle semblait plus âgée. Elle semblait fragile, non pas à cause de son âge, mais à cause de l'épuisement. Cela n'avait rien à voir avec l'âge, mais tout à voir avec l'épuisement. Ses cheveux étaient ébouriffés et son visage était pâle. Lorsqu'elle essaya de s'asseoir, ses bras tremblèrent. « Qui ?» commença-t-elle d'une voix rauque. « Nous sommes là pour vous aider, madame, » dit Patrick doucement. Il s'approcha et s'agenouilla à côté d'elle. « Pouvez-vous vous lever? » Le regard de Margaret passa devant Patrick vers les escaliers, où Ethan se tenait figé, observant la scène. Son expression s'adoucit, mais il y avait autre chose dans ses yeux, de la honte, ou peut-être la crainte que ce moment aggravait les choses. « Ethan, murmura-t-elle, tu n'aurais pas dû. »« Grand-mère, tu ne pouvais plus respirer ici, dit le garçon, la voix à nouveau brisée. Je t'ai entendu la nuit dernière. »
Patrick regarda Tommy, qui remontait déjà les escaliers pour vérifier le reste de la maison. Puis, il se tourna vers Margaret. Montons à l'étage. Elle ne discuta pas. Patrick l'aida à se lever et la stabilisa lorsque ses jambes fléchirent. Elle s'appuya lourdement sur lui tandis qu'il montait les escaliers, prenant chaque marche lentement et délibérément. Lorsqu'ils atteignirent enfin le rez-de-chaussée, Patrick la guida jusqu'au canapé du salon. Ethan se tenait à proximité, agrippé au bord d'une chaise. Margaret s'assit prudemment et serra la couverture autour de ses épaules, même si la maison n'était pas si froide. Pendant un long moment, personne ne parla. Puis Patrick approcha une chaise et s'assit en face d'elle. « Racontez-moi ce qui s'est passé, dit-il. Margaret hésita, croisant et décroisant les mains sur ses genoux. Finalement, elle parla. « Mon fils est revenu il y a 1 an, dit-elle. Après le décès de mon mari, il a dit qu'il voulait m'aider à gérer les choses. Les factures, les comptes. Je l'ai cru. Sa voix était calme, mais elle tremblait légèrement. Au début, tout semblait aller bien, mais ensuite, de l'argent a commencé à disparaître. D'abord de petites sommes, puis de plus grosses. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit que j'étais confuse et que j'oubliais des choses, mais je n'étais pas confuse. Je savais. Elle fit une pause, jetant un coup d'œil à Ethan. Il y a quelques semaines, j'ai vérifié le compte moi-même. Presque tout avait disparu. Quand je lui en ai parlé, il s'est mis en colère. Il m'a accusé de ne pas lui faire confiance. Il m'a dit que j'étais ingrate. Sa voix tremblait. Puis il m'a dit que si je continuais à le questionner, il me mettrait dans une maison de retraite. Il a dit que personne ne se soucierait de moi si je causais trop de problèmes. Patrick serra les mâchoires, mais il ne l'interrompit pas. Il y a 3 jours, nous nous sommes encore disputés, continua Margaret. Je lui ai dit que j'allais parler à quelqu'un. C'est là qu'il m'a attrapé et m'a emmené en bas. Il a verrouillé la porte et m'a dit « Tu vas rester ici jusqu'à ce que tu apprennes à te taire. » Tommy est apparu dans l'embrasure de la porte, le visage sombre. Il a dit qu'il avait retiré le téléphone de la pièce. Il a coupé le cordon du téléphone fixe. Patrick s'est levé lentement. Il a regardé Margaret, puis Ethan, puis Margaret à nouveau. « Il va revenir, n'est-ce pas? » Margaret acquiesça. « Il revient toujours. » Patrick se tourna vers Tommy. « Reste ici, je passe un coup de fil. » En moins d'1 heure, 2 autres motards arrivèrent. Ils ne dirent pas grand-chose. Ils se placèrent simplement à un endroit d'où ils pouvaient voir la porte d'entrée et la rue. Patrick leur expliqua la situation à voix basse, et les 2 hommes acquiescèrent. Personne n'avait besoin de demander ce qui allait se passer ensuite. Quand quelqu'un enferme une femme de 65 ans dans son sous-sol, il n'y a pas lieu de débattre de la réponse à apporter. Ethan resta près de sa grand-mère, assis par terre à côté du canapé. Margaret se pencha et lui caressa doucement les cheveux, comme elle le faisait quand il était plus jeune. Elle ne dit rien, mais ce geste suffisait. Dehors, le bruit d'une voiture qui s'engageait dans l'allée rompit le silence. Patrick regarda par la fenêtre, puis se tourna vers les autres. C'est lui. Il ne savait pas qu'il l'attendait. Avant de continuer, dans quelle ville et dans quel pays voyez-vous des histoires comme celle-ci avoir une portée plus grande que nous ne l'imaginons? Robert Callahan franchit la porte d'entrée comme s'il était toujours le propriétaire des lieux. Il avait 43 ans et était assez grand pour intimider les gens quand il le voulait. Cependant, tout en lui semblait usé. Sa posture, ses vêtements et la façon dont ses yeux se déplaçaient avant de se fixer. Il s'arrêta lorsqu'il vit sa mère assise sur le canapé. Puis il vit les hommes debout dans son salon. « Qui diable êtes-vous? » Patrick se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Tommy se tenait près de la porte de la cuisine. Un 3e homme, silencieux et large d'épaules, était appuyé contre le mur près de l'escalier. Aucun d'entre eux ne bougea. « Nous sommes des amis de ta mère, » dit Patrick d'un ton neutre. Le visage de Robert se déforma. Il regarda Margaret, puis Ethan, qui était toujours assis par terre à côté d'elle. « Tu as appelé quelqu'un? » Sa voix était aiguë et accusatrice. « Vous avez fait entrer des étrangers dans ma maison. »« Ce n'est pas votre maison, » dit Margaret doucement. Sa voix était plus ferme maintenant, même si ses mains tremblaient encore légèrement. « C'est la mienne. Mon mari me l'a laissée. » Robert serra les mâchoires. Il fit un pas vers eux, mais Patrick se déplaça pour lui barrer le passage. « Tu dois partir, » dit Patrick. Robert rit, mais son rire n'avait rien d'amusant. « Partir? C'est ici que je vis. »« Tu crois que tu peux débarquer ici comme ça? Tu l'as enfermé dans la cave? » demanda Tommy depuis l'embrasure de la porte.
Sa voix était calme, mais elle avait un ton sec. Pendant 3 jours? Robert rougit. Ça ne te regarde pas. C'est ma mère. J'essayais de... Quoi? L'interrompit Patrick. De la faire taire, de m'assurer qu'elle ne dise à personne que tu lui avais volé son argent. Le silence se fit dans la pièce. Robert serra les poings, mais ne bougea pas. Il regarda à nouveau Margaret, et cette fois, son expression oscillait entre la colère et le désespoir. Entre la colère et le désespoir traversa son visage. « Tu ne comprends pas, dit-il d'une voix basse. Je l'aidais. Elle ne se souvient plus très bien des choses. Elle est scombreuse. Je devais la protéger. » La protéger? Répéta Margaret, le mot sonnant creux dans sa bouche. Elle serra la couverture autour de ses épaules. Tu m'as dit que tu me mettrais dans un foyer. Tu as dit que personne ne viendrait me rendre visite. Tu as dit qu'Ethan irait dans un orphelinat si je n'arrêtais pas de poser des questions. Ethan leva les yeux vers elle, le visage pâle. Il n'était pas au courant de cette partie. L'expression de Robert se fissura un instant. Je ne voulais pas taire. Il s'interrompit et secoua la tête. Tu déformes les faits. J'étais frustré. Tu n'arrêtais pas de m'accuser de choses que je n'avais pas faites. Tu as pris 32 000 $ sur son compte, dit à Patrick. Nous avons vérifié. Robert lança un regard furieux à Patrick. Tu n'avais pas le droit. Elle nous a donné la permission. Le mensonge me vint facilement, car il n'avait aucune importance. Ce qui importait, c'était l'expression sur le visage de Robert lorsqu'il réalisa qu'il avait été pris. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Son regard se durcit. « Tu ne sais pas ce que c'est, dit-il en élevant de la voix, de s'occuper d'une personne de cet âge. Les factures, les frais médicaux, tout ce dont elle a besoin. Je devais utiliser cet argent. Je n'avais pas d'autre choix. »« Tu l'as dépensé en alcool, » dit Margaret. Sa voix n'était pas forte, mais elle couvrait tout le reste. « Je le sentais tous les jours. J'ai vu les bouteilles que tu essayais de cacher. » Robert tressaillit. Pendant un instant, il eut l'air de vouloir discuter, mais il sembla alors s'effondrer. Ses épaules s'affaissèrent, et lorsqu'il reprit la parole, sa voix était plus calme et presque suppliante. « J'ai fait des erreurs. Je le sais, mais elle reste ma mère. Vous ne pouvez pas simplement me l'enlever. » L'expression de Patrick ne changea pas. « Nous ne l'emmenons nulle part. C'est vous qui partez. C'est ma maison. »« Non, » dit Margaret fermement. « Ce n'est pas vrai. Elle a cessé d'être votre maison le jour où vous m'avez enfermé dans la cave. » Robert la fixa du regard. Quelque chose changea dans son expression. Peut-être était-ce de l'humiliation ou la prise de conscience qu'il avait perdu tout le contrôle qu'il pensait avoir. Il regarda les motards, puis sa mère. « Tu fais une erreur, dit-il. Tu crois que ces gens se soucient de toi? Ils se servent de toi. Quand ils en auront fini avec toi, tu te retrouveras seul, et je serai le seul qui restera. » Margaret ne répondit pas. Elle se contenta de le regarder, et son silence fut d'une réponse suffisante. Patrick s'avança. « Vous avez 2 minutes pour prendre vos affaires et partir. Si vous n'êtes pas sorti d'ici là, nous nous en chargerons. » Les mains de Robert tremblaient, mais il ne s'approcha pas de Patrick. Au lieu de cela, il se retourna et se dirigea vers l'arrière de la maison. Ils entendirent des tiroirs s'ouvrir et quelque chose de lourd être traîné sur le sol. Quand il revint, il portait un sac de voyage. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte et regarda Margaret une dernière fois. « Tu vas le regretter, » dit-il. Puis il partit. Le bruit de sa voiture qui démarrait résonna dans l'allée. Un instant plus tard, le moteur s'estompait au loin. Sans lui, la maison semblait différente, plus légère en quelque sorte, mais aussi plus fragile, comme si les murs avaient retenu leur souffle et pouvaient enfin expirer. Patrick s'est approché du canapé et s'est accroupi à côté de Margaret. « Ça va? » Elle a acquiescé lentement, mais des larmes coulaient sur ses joues. Elle n'était pas due à la peur, mais à quelque chose de plus profond, peut-être au soulagement ou au poids d'avoir enfin été crue. « Je ne pensais pas que quelqu'un m'aiderait, » dit-elle doucement. « Je pensais que j'allais devoir vivre avec ça. »« Ce n'est pas le cas, » dit Patrick. « Plus maintenant. » Ethan s'approcha de sa grand-mère et elle lui prit la main. Sa poigne était faible, mais elle la tenait. « Merci, » murmura-t-elle en regardant Patrick. « Je ne connais même pas votre nom. »« Patrick. Patrick Donnelly. » Elle hocha la tête comme pour graver ce nom dans sa mémoire. « Merci, Patrick. » Tommy entra dans la pièce. « Nous allons garder quelqu'un ici cette nuit, dit-il.
juste pour être sûr qu'ils ne reviennent pas. Margaret semblait indécise. Vous n'êtes pas obligé, dit-elle. Si nous le sommes, répondit simplement Patrick. Il est en colère en ce moment. Les gens en colère ne réfléchissent pas clairement. Elle ne discuta pas. Au cours des heures qui suivirent, la maison commença à ressembler moins à un lieu assiégé qu'à un foyer. Patrick passa un coup de fil et en moins d'une heure, un autre moteur arriva avec des provisions, de la vraie nourriture, pas seulement des conserves. Margaret tenta de refuser, mais Patrick lui fit signe de ne pas s'en faire. Vous n'avez pas mangé correctement depuis des jours, dit-il. Laissez-nous faire. Ethan aida à déballer les sacs, se déplaçant avec précaution, comme s'il n'arrivait pas à croire que tout cela était réel. Lorsqu'un des moteurs lui demanda s'il voulait aider à préparer le dîner, le garçon acquiesça si rapidement qu'on aurait presque dit un soulagement. Margaret observait depuis le canapé, les yeux rivés sur Ethan qui s'affairait dans la cuisine. Pour la première fois depuis des années, elle le voyait sourire. Plus tard dans la soirée, après le dîner, alors que la maison était redevenue calme, Patrick s'assit à nouveau en face de Margaret. Ethan s'était endormi sur le canapé à côté d'elle. Sa tête reposait contre son épaule. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda Margaret doucement. Patrick se cala dans son fauteuil. « Tout d'abord, nous allons nous assurer que vous êtes en sécurité. Nous garderons quelqu'un à proximité pendant un certain temps, au cas où, et nous vous aiderons à déterminer la suite. » « Il ne me reste plus grand-chose, dit-elle. Il m'a presque tout pris. Alors nous vous aiderons à le récupérer ou nous vous aiderons à reconstruire, selon ce dont vous avez besoin. » Les yeux de Margaret se remplirent à nouveau de larmes. Elle baissa les yeux vers Ethan, puis les releva vers Patrick. « Pourquoi faites-vous cela? Vous ne nous connaissez même pas. » Patrick resta silencieux pendant un moment, puis il dit, « Il y a longtemps, quelqu'un m'a aidé alors qu'il n'était pas obligé de le faire. Je me suis dit que si j'en avais un jour l'occasion, je ferais de même. » Elle acquiesça lentement, comme si cela lui semblait logique. « De plus, ajouta Patrick, votre petite-fils a marché 3 pâtés de maison pour demander de l'aide. Il faut du courage pour faire ça. Nous ne négligeons pas le courage. » Margaret sourit faiblement. « C'est un bon garçon. » C'est vrai. Dehors, la rue était calme. L'un des motards se tenait près de l'allée, adossé à sa moto, observant la route. Un autre était assis sur le perron, sur une chaise, avec un thermos de café à côté de lui. Ils ne parlaient pas beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. Leur présence suffisait. On est à l'intérieur, Margaret ferma les yeux, la main toujours posée sur la tête d'Ethan. Pour la première fois depuis des jours, elle avait l'impression de pouvoir respirer. Mais à 3 pâtés de maison de là, Robert Callahan était assis dans sa voiture, fixant la maison à travers le rétroviseur. Ses mains agrippaient le volant si fermement que ses jointures blanchissaient. L'humiliation lui brûlait la poitrine, plus forte qu'il ne l'avait ressentie depuis des années. Il pensait de pouvoir simplement la prendre. Il pensait de pouvoir entrer dans sa vie et l'effacer comme s'il n'avait aucune importance. Il n'avait pas fini, loin de là. Il ne savait pas que l'humiliation pouvait se transformer en quelque chose de plus sombre. Avez-vous déjà dû choisir entre garder le silence et demander de l'aide? La première semaine s'écoula tranquillement. Trop tranquillement, pensait Patrick. Margaret se remettait lentement mais sûrement. Elle avait retrouvé des couleurs et ne sursautait plus à chaque fois qu'une porte s'ouvrait. Ethan avait recommencé à dormir toute la nuit et ne se réveillait plus pour vérifier si sa grand-mère était toujours là. Les motards se relayaient par deux, restant toujours à portée de vue de la maison. Ils ne s'immisçaient pas dans la vie de la famille. Ils se contentaient d'observer et d'attendre pour s'assurer que Margaret savait qu'elle n'était pas seule. Le 3e jour, Claire, une femme du centre communautaire, passa avec un plat cuisiné et resta pour discuter. Elle avait entendu parler de ce qui s'était passé. Les nouvelles circulaient vite à Scranton, surtout lorsqu'il s'agissait des Hells Angels. Elle voulait aider. À la fin de la semaine, 3 autres voisins avaient fait de même, apportant de la nourriture, proposant de la conduire et demandant si Margaret avait besoin de quelque chose. « Je ne savais pas que les gens se souciaient de moi », a déclaré Margaret un après-midi, debout à la fenêtre, en regardant Ethan jouer dans le jardin avec l'un des plus jeunes motards. « Je pensais que j'étais invisible. » Patrick est assis à la table de la cuisine et levait les yeux de son café. « Tu n'as jamais été invisible. Les gens ne savaient tout simplement pas que tu avais besoin d'aide. » Elle a acquiescé lentement, mais l'incertitude persistait dans son regard. « Et s'il revient, alors nous serons là.
Elle voulait le croire. Patrick le voyait bien, mais elle avait passé trop d'années à apprendre à ne pas faire confiance aux promesses. Ce soir-là, le téléphone de Patrick sonna. C'était Tommy. Il y a du mouvement, dit Tommy à voix basse. Robert a été vu en ville. Il a parlé à quelques gars au Mulligan's Bar. Pas des gens bien. Patrick serra les mâchoires. Combien? 3 ou 4 peut-être. Difficile à dire, mais il recrute. Pourquoi faire, à ton avis? Patrick raccrocha et regarda par la fenêtre. La maison était calme et la lumière du porche projetait de longues ombres dans le jardin. Il passa un autre appel. Rassemble tous ceux qui sont disponibles, dit-il. On va avoir besoin de plus de monde. 4 jours plus tard, Robert passa à l'action. Il était un peu plus de 21 heures. Margaret et Ethan avaient fini de dîner et l'un des motards, un homme nommé Ray, était assis sous le porche en train de faire défiler son téléphone. Un autre motard, Marcos, était dans son camion, garé de l'autre côté de la rue, le moteur éteint et les vitres entr'ouvertes. Le premier signe de problème fut le bruit des pneus roulant trop lentement sur le gravier. Marcus leva les yeux et vit un camion rouler dans la rue, phare éteint, suivi d'un autre véhicule. Il attrapa sa radio. « Patrick, nous avons de la compagnie. » Patrick était à 2 pâtés de maison, mais il s'y attendait. « Combien? » « 2 véhicules. Je ne vois pas encore à l'intérieur. J'arrive. Ils les ont volés. » Marcus sortit de son camion, marcha vers le milieu de la rue, les mains bien en évidence et l'air calme, mais sa présence était indéniable. Le véhicule de tête ralentit, puis s'arrêta. La porte du conducteur s'ouvrit et Robert sortit. Il avait l'air différent. Son visage était plus dur, ses mouvements plus vifs. C'était comme s'il avait passé la semaine précédente à nourrir quelque chose qui avait faim depuis longtemps. Derrière lui, 3 autres hommes sont sortis, 2 du camion et 1 de la voiture. Ils étaient plus âgés et avaient l'air rude, le genre d'hommes qui ne posaient pas de questions quand on leur offrait de l'argent pour une nuit de travail. « Bouge, dit Robert d'une voix neutre. Une voix neutre. Marcus ne bougea pas. « Tu dois partir. C'est ma maison. Plus maintenant. » L'un des hommes derrière Robert, un type trapu au crâne rasé, éclata de rire. « T'entends ce type? Il se croit le maître de la rue. » Robert ne sourit pas. Son regard restait rivé sur Marcus. « Je rentre. Soit tu te déplaces, soit on te déplace. » Ray se leva du porche, la main posée nonchalamment sur sa ceinture. Il ne dit rien, mais sa présence suffit à changer l'atmosphère. Les hommes derrière Robert remarquèrent Ray et changèrent d'attitude. Ils étaient moins arrogants et plus prudents. « Vous êtes 2, dit Robert. « Nous sommes 4. Faites le calcul. » Marcus pencha légèrement la tête. « Vous en êtes sûr? » Le grondement commença faiblement, comme un tonnerre lointain, puis s'intensifia. Des phares apparurent au bout de la rue. D'abord 1, puis 2, puis 6. Les motos roulaient dans la rue en formation serrée, leurs moteurs vrombissant et couvrant tous les autres bruits. Ils s'arrêtèrent juste derrière Marcus, formant un demi-cercle lâche. Les moteurs descendirent lentement et délibérément de leurs motos, leurs bottes frappant le trottoir presque à l'unisson. Patrick était en tête. Il passa devant Marcus et s'arrêta à quelques mètres de Robert. « Tu aurais dû rester à l'écart, dit Patrick. » La confiance de Robert vacilla un instant, mais il se ressaisit rapidement. « Tu crois que le nombre m'effraie? C'est toujours ma mère, ma famille. Ta famille. » La voix de Patrick était calme, mais elle cachait une grande détermination. « Tu l'as enfermé dans une cave. Tu l'as volé. Tu as menacé de lui enlever son petit-fils. Ce n'est pas une famille. C'est du contrôle. » Le visage de Robert rougit. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » « J'en sais assez. » L'un des hommes derrière Robert bougea et Patrick jeta un coup d'œil dans sa direction. « Tu veux être impliqué là-dedans? » demanda Patrick. « Car quoi qu'il t'ait dit, quoi qu'il te paye, ça n'en vaut pas la peine. » L'homme hésita. Il jeta un coup d'œil à Robert, puis à la rangée de moteurs derrière Patrick, puis de nouveau à Robert. Après un moment, il recula d'un pas. « Hey! » a rétorqué Robert. « Où vas-tu? » « Je n'ai pas signé pour ça, » a murmuré l'homme en retournant vers le camion. Les 2 autres hommes ont échangé un regard. L'un d'eux a secoué la tête et l'a suivi. Il ne restait plus que Robert et le type trapu au crâne rasé. Robert a serré les poings. « Tu crois que c'est fini? Tu crois que tu peux simplement... » « C'est fini, » a dit Patrick. « À présent, tu as 2 choix.
Soit tu pars, soit nous appelons la police et leur disons que tu es ici en train de menacer ta mère à nouveau devant des témoins. Elle ne portera pas plainte. Elle ne le fera pas. Elle n'a pas à le faire. Nous le ferons. Robert le fixa, la mâchoire crispée pendant un instant. On aurait dit qu'il allait faire quelque chose d'irréfléchi. Faire un pas en avant. Donner un coup de poing. Faire n'importe quoi pour reprendre le contrôle qu'il avait perdu. Mais alors, son regard passa au-delà de Patrick vers la maison, où Margaret se tenait dans l'embrasure de la porte avec Ethan à ses côtés. Elle ne se cachait plus. Elle observait et elle n'avait pas l'air effrayée. Quelque chose se brisa sur le visage de Robert. Pas de manière visible, mais Patrick le vit. Le moment où il réalisa qu'il avait déjà perdu. C'était le moment où il réalisa qu'il avait déjà perdu. Il se tourna vers l'homme trapu à côté de lui. « Allons-y. » L'homme ne discuta pas. Ils remontèrent dans le camion et, un instant plus tard, le moteur rugit. Robert ne regarda pas en arrière tandis qu'il s'éloignait. Patrick regarda jusqu'à ce que les feux arrière disparaissent, puis se tourna vers Marcus. « Appelez la police. Dites-leur ce qui s'est passé. Je veux que cela soit consigné. » Marcus acquiesça et sortit son téléphone. Patrick retourna à la maison où Margaret se tenait toujours dans l'embrasure de la porte. Elle tenait Ethan dans ses bras et avait les yeux humides, mais elle ne pleurait pas. Elle était calme. « C'est fini ?» demanda-t-elle. « Pas encore » répondit Patrick, « mais ça le sera bientôt. » La police arriva 20 minutes plus tard. Il s'agissait de 2 agents que Patrick avait déjà rencontrés. Ils prirent les dépositions de Marcus, Ray et Patrick. Puis, ils frappèrent à la porte pour parler à Margaret. Elle les invita à entrer. Ethan s'assit à côté d'elle pendant qu'elle expliquait tout. Le sous-sol, les menaces, l'argent et la nouvelle visite de ce soir. L'un des agents, une femme nommée Sergent Ramirez, écouta attentivement et prit des notes. Lorsque Margaret eut terminé, Ramirez ferma son carnet et la regarda. « Nous allons rédiger un rapport, dit-elle, et nous émettrons une ordonnance restrictive. S'il s'approche de vous à nouveau, il sera arrêté. » « Est-ce que cela l'arrêtera ?» demanda Margaret. Ramirez hésita. « C'est un moyen de dissuasion légale, mais je ne peux pas vous promettre que cela garantira votre sécurité. Ce que je peux vous dire, c'est que des gens veillent sur vous maintenant, et c'est ce qui compte. » Margaret acquiesça. « Merci. » Après le départ des policiers, le silence revint dans la maison. La plupart des moteurs s'étaient dispersés, mais Patrick, Ray et Marcus restèrent. Ils ne parleront pas beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. Le message avait été envoyé. Ethan, qui était resté silencieux presque toute la soirée, prit enfin la parole. « Est-ce qu'il va revenir? » Patrick s'accroupit pour se mettre à la hauteur du garçon. « Je ne pense pas, mais s'il revient, nous serons là. Pourquoi continuez-vous à nous aider? » Patrick réfléchit un instant. Puis il répondit, « Parce que vous me l'avez demandé et que personne ne devrait avoir peur dans sa propre maison. » Ethan acquiesça lentement, comme s'il essayait de comprendre quelque chose de plus grand que les mots eux-mêmes. Margaret tendit la main et serra celle de Patrick. « Je ne sais pas comment vous remercier, dit-elle. »« Ce n'est pas nécessaire, répondit Patrick. Prenez simplement soin de vous et laissez-nous vous aider quand vous en avez besoin. » Elle esquissa un léger sourire. « Je ne suis pas très doué pour ça. » Alors, il est temps d'apprendre. 2 jours plus tard, Robert fut arrêté. Pas pour ce qui s'était passé à la maison, même si cela en faisait partie, mais pour autre chose. Après avoir rédigé son rapport, le sergent Ramirez avait fait quelques recherches et trouvé suffisamment d'incohérences dans les documents financiers de Robert pour justifier une enquête. Les accusations comprenaient la fraude, le détournement de fonds et le vol d'un adulte vulnérable. Les accusations s'accumulèrent rapidement. Lorsque Patrick reçut l'appel, il était assis dans le garage, occupé à réparer un carburateur. Il posa ses outils et sortit, où le soleil se couchait juste au-dessus de Scranton. Il sortit son téléphone et appela Margaret. « C'est fait, dit-il lorsqu'elle répondit. Il est en détention. » Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Puis, doucement, Margaret dit, « Merci. Toi, tu es en sécurité maintenant. » « Je sais. » Patrick a raccroché et est resté là un moment, à regarder le ciel se teinter d'orange et de rose. Il a entendu le bruit de motos au loin, probablement Tommy et quelques autres qui rentraient d'une virée. Ce bruit lui était familier et réconfortant. Il a repensé à Ethan
et à la façon dont il était entré dans le garage une semaine auparavant, les larmes aux yeux et la peur dans la voix. Le courage ne se traduisait pas toujours par la force. Parfois, il ressemblait à un garçon de 10 ans demandant de l'aide alors que personne d'autre ne le faisait. Patrick remit son téléphone dans sa poche et rentra à l'intérieur. À partir de ce moment, Ethan ne représentait plus une menace. Croyez-vous que personne ne devrait affronter la peur seule? Si oui, dites-nous ce que vous auriez fait. Le lendemain matin de l'arrestation de Robert, Margaret se réveilla avec la lumière du soleil qui filtrait à travers la fenêtre de sa chambre. C'était la première fois depuis des semaines qu'elle dormait après l'aube sans être réveillée en sursaut par le bruit de pas ou de portes qui claquaient. La maison était calme, mais c'était un calme différent. Pas le silence de la peur, mais le calme de la paix. Encore endolorie par les jours passés dans ce sous-sol, elle s'assit lentement et se dirigea vers la cuisine. Ethan était déjà réveillé et assis à table avec un bol de céréales. Il leva les yeux lorsqu'elle entra et, pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, il lui sourit sans inquiétude dans les yeux. « Bonjour, grand-mère. Bonjour, ma chérie. » Elle se servit une tasse de café et s'assit en face de lui. Par la fenêtre, elle pouvait voir Ray assis sous le porche, comme il l'avait été toute la semaine passée. Elle avait dit à Patrick la nuit dernière qu'ils n'avaient plus besoin de monter la garde, mais il s'était contenté de secouer la tête. « C'est nous qui déciderons quand la situation sera sûre, » avait-il dit. Pas lui. Margaret ne discuta pas. Elle apprenait que le fait d'accepter de l'aide ne la rendait pas faible. Cela la rendait humaine. À la fin de la semaine, les moteurs avaient fait plus que simplement monter la garde. Patrick se présenta un après-midi avec une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Margaret en la prenant avec précaution. « Ouvre-la. » À l'intérieur se trouvaient 200 dollars en espèces. Les mains de Margaret tremblaient tandis qu'elle comptait l'argent. Puis elle leva les yeux vers Patrick, incrédule. « Nous avons fait une collecte, » dit simplement Patrick. « Ce n'est pas tout ce qu'il a pris, mais c'est un début. Je ne peux pas. Vous le pouvez et vous le ferez. » Les yeux de Margaret se remplirent de larmes. « Je ne sais pas comment vous rembourser. Vous n'avez pas à le faire. Utilise-le simplement pour te remettre sur pied. » Elle fixa l'argent, submergée par l'émotion. 200 dollars. Ce n'était pas la totalité de la somme que Robert avait volée, mais c'était suffisant pour couvrir les factures qui s'accumulaient. Suffisant pour remplir le garde-manger. Suffisant pour faire disparaître le nœud d'angoisse dans sa poitrine. « Merci, » murmura-t-elle. Patrick acquiesça. « Il y a plus. Nous avons parlé à un type qui travaille à la banque. Il va t'aider à ouvrir un nouveau compte auquel Robert n'aura pas accès. Nous travaillons également avec un avocat pour voir si nous pouvons récupérer le reste de ce qu'il a pris. » Margaret secoua la tête, émerveillée. « Pourquoi faites-vous tout cela? » Patrick tira une chaise et s'assit. « Parce que c'est la bonne chose à faire. Les gens comme Robert comptent sur le silence des gens comme toi. Quand tu cesses de te taire, ils perdent. » Elle le regarda longuement, puis tendit la main par-dessus la table et lui serra la main. « Je n'oublierai jamais ça. »« Tu n'as pas besoin de l'oublier, » dit Patrick. « Souvenez-vous-en simplement quand quelqu'un d'autre aura besoin d'aide. » Au cours des semaines suivantes, la maison se transforma. Les voisins qui avaient gardé leur distance auparavant commencèrent à venir apporter des plats cuisinés, à proposer de tondre la pelouse et à inviter la famille à des événements communautaires. Claire, du centre communautaire, passait 2 fois par semaine pour prendre des nouvelles. Elle avait commencé à amener sa fille, qui avait à peu près le même âge qu'Ethan. Les 2 enfants jouaient dans le jardin pendant que Claire et Margaret discutaient autour d'un café. « Je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais isolé, » admit Margaret un après-midi. « Robert me donnait l'impression que personne ne se souciait de moi. »« Les gens se soucient de vous, » dit Claire. « Ils ne savaient tout simplement pas à quel point les choses allaient mal. Tu es doué pour le cacher. » Margaret acquiesça. « Je pensais que si je gardais les apparences, tout finirait par s'arranger à l'intérieur. Mais ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? » « Non, » répondit Claire doucement. « Ça ne marche pas comme ça. Les moteurs continuaient à passer, mais moins souvent. Patrick venait tous les 2 ou 3 jours pour prendre des nouvelles. Tommy déposait des provisions 1 fois par semaine et refusait toujours que Margaret le rembourse. Rice s'asseyait encore sur le porche certains soirs, prétextant qu'il aimait le calme. Margaret soupçonnait cependant qu'il continuait à surveiller les choses. Et puis il y avait Ethan. Le garçon avait commencé à passer ses après-midi au garage. Au début, il s'asseyait simplement sur une caisse renversée et regardait les moteurs travailler,
fasciné par la façon dont il démontait et remontait les moteurs. Un jour, Patrick lui tendit une clé et il montra à Ethan comment desserrer un boulon. « Tu es doué, » dit Patrick en regardant Ethan retirer avec précaution une pièce du carburateur. Ethan leva les yeux, surpris. « Vraiment, vraiment, tu as les mains sûres, c'est important. » À partir de ce jour, Ethan était là presque tous les après-midi. Il balayait le sol, rangeait les outils et posait des questions sans fin. Les moteurs répondaient patiemment à ses questions, lui apprenant non seulement des choses sur les motos, mais aussi sur la responsabilité, la précision et l'importance de bien faire son travail. Un soir, Margaret se rendit pour aller chercher Ethan et le trouva sous le capot d'une moto, les mains couvertes de graisse et le visage illuminé par sa concentration. Patrick se tenait à côté de lui, montrant quelque chose dans le moteur. « Tu vois ça? C'est la conduite de carburant. Si elle laisse boucher, le moteur ne fonctionnera pas correctement. Tu dois la vérifier à chaque fois. » Ethan acquiesça et se pencha pour mieux voir. « Comment tu sais si elle laisse boucher? »« On le sent. La moto te dira si quelque chose ne va pas. Il suffit d'être à l'écoute. » Margaret sourit en les regardant. Ethan semblait plus heureux qu'il ne l'avait été depuis des mois, voire des années. En les observant, elle comprit que Patrick n'apprenait pas seulement à son petit-fils à réparer des motos. Il lui apprenait à faire à nouveau confiance. Un samedi matin, Patrick se présenta à la maison avec un sac en bandoulière. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il à Ethan. Le garçon leva les yeux du livre qu'il était en train de lire, curieux. « Qu'est-ce que c'est? » Patrick sortit une veste en cuir plus petite que celle que portaient les motards, mais indéniablement du même style. Elle arborait l'écusson du club dans le dos, mais l'espace où figurait normalement le nom était vide. « C'est pour toi, » dit Patrick, « mais tu ne la porteras pas tout de suite. » Ethan se leva, les yeux écarquillés. « Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas mérité. Cette veste a une signification. Elle signifie que tu fais partie d'une famille et que les membres d'une famille veillent les uns sur les autres. Tu as appris cela, mais il y a encore plus à apprendre. » Il tendit la veste à Ethan, qui la prit avec précaution, comme si elle était en verre. « Garde-la précieusement, » dit Patrick. « Quand tu seras prêt, tu le sauras. » Ethan acquiesça, la gorge serrée. Il regarda sa grand-mère, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, la main pressée contre sa bouche. Elle pleurait, mais elle souriait aussi. « Merci, » dit Ethan doucement. Patrick ébouriffa ses cheveux. « Tu l'as mérité, petit. Continue à venir. » À la fin du 2e mois, la vie de Margaret s'était stabilisée d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Les 200 $ des moteurs avaient couvert ses factures immédiates. Avec l'aide de l'avocat que Patrick lui avait recommandé, elle réussit à bloquer l'accès de Robert à ses comptes restants. Il faudrait du temps pour récupérer tout ce qu'il avait volé, mais au moins, l'hémorragie avait cessé. Elle avait également commencé à travailler à temps partiel au centre communautaire, où elle aidait à organiser des événements et à gérer les dons. Le salaire n'était pas très élevé, mais il lui suffisait pour se sentir à nouveau utile et faire partie de quelque chose de plus grand que sa propre survie. Pendant ce temps, Ethan était devenu un habitué du garage. Il apprenait vite, non seulement sur les moteurs, mais aussi sur la discipline silencieuse qui accompagnait ce travail. Patrick commença à lui confier des tâches plus complexes, et les autres motards le traitaient comme l'un des leurs. Un après-midi, Tommy prit Patrick à part pendant qu'Ethan changeait un pneu. « Ce gamin a du potentiel, » dit Tommy. Patrick acquiesça. « C'est vrai. Tu penses à long terme? » Patrick jeta un coup d'œil à Ethan, qui était tellement concentré qu'il avait la langue légèrement tirée. « Je pense qu'il pense à long terme. Nous lui donnons simplement les outils nécessaires. » Tommy sourit. « Bien, le monde a besoin de plus de jeunes comme lui. » Ce soir-là, alors que Margaret et Ethan rentraient chez eux à pied depuis le garage, le garçon était plus silencieux que d'habitude. Margaret lui jeta un coup d'œil. « Tu as quelque chose en tête? » Ethan donna un coup de pied dans un caillou sur le trottoir. « Tu crois que grand-père serait fier de moi? » Margaret s'arrêta de marcher. Elle s'accroupit pour se mettre à la hauteur de ses yeux, comme Patrick le faisait souvent. « Ton grand-père serait tellement fier de toi, » dit-elle, la voix chargée d'émotion. « Il serait fier de ton courage et de ta persévérance, même dans les moments difficiles. » Ethan acquiesça, mais ses yeux étaient humides. « Il me manque aussi. » Ils restèrent là un moment, le soleil de fin d'après-midi projetant de longues ombres dans la rue. Puis Margaret serra Ethan dans ses bras et il ne se dégagea pas. « Tout va bien se passer, » dit-elle doucement.
Je te le promets. Et pour la première fois depuis longtemps, il l'a cru. 3 mois après l'arrestation de Robert, Margaret reçut une lettre par la poste. Elle provenait du bureau du procureur et l'informait que Robert avait plaidé coupable de multiples chefs d'accusation d'exploitation financière et de vol. Il avait été condamné à 3 ans de prison, avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois. Margaret lut la lettre 2 fois, puis la plia soigneusement et la posa sur la table. Elle ne se sentait pas triomphante. Elle ne se sentait pas vengée. Elle se sentait juste fatiguée et peut-être un peu triste, non pas pour Robert, mais pour le fils qu'elle pensait connaître. Celui qui existait avant que l'alcool et le désespoir ne le transforment en quelqu'un d'inconnaissable. Patrick passa plus tard dans l'après-midi. Il vit la lettre sur la table et n'eut pas besoin de poser de questions. « Comment te sens-tu » demanda-t-il. Margaret y réfléchit, soulagée et triste. « Est-ce étrange » ? « Non, répondit Patrick. « C'est humain, acquiesça-t-elle. Je n'arrête pas de penser à quand il était jeune. Il n'a pas toujours été comme ça. »« Les gens changent, dit Patrick. Parfois pour le mieux, parfois pour le pire. Penses-tu qu'il changera maintenant » Patrick resta silencieux un instant. « Je ne sais pas, mais ce n'est plus ton travail de le réparer. Ton travail, c'est de prendre soin de toi et d'Ethan. » Margaret sourit faiblement. « J'apprends. Tu fais plus qu'apprendre. Tu vis. » Cette nuit-là, après avoir couché Ethan, Margaret s'installa sur le perron avec une tasse de thé. La rue était calme et l'air frais et vif. Elle repensa à tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois. La peur, le sauvetage et la lente reconstruction de sa vie. Elle repensa à Patrick et au moteur, à la façon dont ils étaient venus sans hésiter et étaient restés sans rien attendre en retour. Elle a pensé à Claire, aux voisins et à la communauté qui l'avaient soutenue lorsqu'elle en avait le plus besoin. Elle a également pensé à Ethan, le garçon qui était entré dans un garage rempli d'inconnus et avait demandé de l'aide parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas rester silencieux. Margaret a fermé les yeux et a pris le temps de respirer. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait en sécurité. Mais la véritable transformation était encore à venir. Le garage était le même qu'il y a 10 ans, sol en béton usé, odeur d'huile et de métal, bourdonnement constant des moteurs en cours de reconstruction. Mais tout le reste avait changé. Au centre de l'atelier se tenait Ethan Callahan, aujourd'hui âgé de 20 ans, les mains fermes tandis qu'il réglait le calage d'une Harley Softail de 1998. Sa chemise était tachée de graisse et ses avant-bras étaient musclés par des années de travail. Quand il levait les yeux pour consulter le manuel posé sur l'établi, ses gestes étaient assurés et expérimentés. Il travaillait sur des motos depuis si longtemps qu'elles ne lui semblaient plus être des machines. Elles ressemblaient plutôt à des puzzles qu'il savait résoudre. Patrick s'approcha, s'essuyant les mains sur un chiffon. Il avait vieilli, sa barbe était parsemée de mèches grises, mais sa présence était toujours la même, solide et fiable. « Comment ça se présente » demanda Patrick. Ethan se redressa et roula des épaules. Le calage était décalé d'un demi-degré. C'est réparé. Elle fonctionnera bien maintenant. Patrick acquiesça, un petit sourire se dessinant au coin de sa bouche. Bien. Le propriétaire vient la chercher demain. Il attend depuis 2 semaines. Je sais. Ethan posa ses outils et prit une bouteille d'eau. Je ferai une dernière vérification demain matin. Patrick l'observa un instant, comme un père regarderait son fils. Tu as fait beaucoup de chemin, mon garçon. Ethan jeta un coup d'œil à Patrick, puis détournant le regard, soudainement gêné. C'est toi qui m'as tout appris. Je t'ai appris à travailler de tes mains, dit Patrick. Mais le reste, c'est grâce à toi. Plus tard dans la soirée, après la fermeture de l'atelier, Ethan traversa Scranton à vélo. Les rues lui étaient familières, ce qui lui procurait un sentiment à la fois rassurant et doux amer. Il passa devant l'école primaire où il avait étudié, le magasin du coin où sa grand-mère faisait ses courses et le parc où il passait ses après-midi après la mort de son grand-père. Il tourna dans sa rue et ralentit à l'approche de la maison. Elle avait meilleure allure qu'il y a 10 ans. Les volets avaient été repeints, une nouvelle balustrade avait été installée sur le porche et des fleurs avaient été plantées le long de l'allée. Margaret était à nouveau fière de sa maison, et cela se voyait. Ethan gara son vélo dans l'allée et se dirigea vers la porte d'entrée. Avant qu'il n'ait eu le temps de frapper, la porte s'ouvrit. Margaret se tenait là. Elle avait maintenant 75 ans, les cheveux complètement blancs,
Mais son regard était toujours vif. Elle sourit en le voyant. « Tu es en retard, dit-elle. La circulation, mentit Ethan en souriant. Elle lui donna une petite tape sur le bras et s'écarta pour le laisser rentrer. Le dîner est presque prêt. Va te laver les mains. La maison sentait le poulet rôti et les légumes. En se dirigeant vers la salle de bain, Ethan remarqua les petits changements que Margaret avait apportés au fil des ans. De nouveaux rideaux, des photos encadrées sur les murs et une bibliothèque remplie de romans qu'elle avait lus petit à petit. La maison semblait habitée et aimée. Lorsqu'il revint dans la cuisine, Margaret était en train de mettre la table. Ethan prit la carafe d'eau et remplit 2 verres. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-elle, occupée. Il répara 3 vélos et commença le 4e. Patrick dit que je suis de plus en plus rapide. Margaret s'assit et lissa sa serviette sur ses genoux. « Tu as toujours été habile de tes mains. Ton grand-père était pareil. » Ethan sourit. « J'aurais aimé mieux te le connaître. Il t'aurait adoré, » dit Margaret doucement. « Et il aurait été très fier de l'homme que tu es devenu. » Ils mangèrent dans un silence confortable pendant un moment. Le genre de silence qui n'existe qu'entre des personnes qui ont traversé quelque chose ensemble et qui en sont sorties plus fortes. Ensemble et en sont sortis plus forts. Finalement, Margaret posa sa fourchette et le regarda. « Patrick est passé tout à l'heure, dit-elle. Ethan leva les yeux. « Oui, que voulait-il? » « Il voulait te parler, mais il a dit qu'il attendrait jusqu'à ce soir. » Ethan fronça légèrement les sourcils. A-t-il dit de quoi il s'agissait? Margaret lui adressa un sourire entendu. « Je pense que tu le sais déjà. » Après le dîner, Ethan retourna au garage. Le parking était vide, à l'exception de la moto de Patrick, garée près de l'entrée principale. Les lumières de l'atelier étaient encore allumées. Quand Ethan entra, il trouva Patrick assis sur un tabouret près de l'établi, tenant quelque chose enveloppé dans un tissu. « Salut, dit Ethan en fermant la porte derrière lui. Patrick leva les yeux. « Salut, merci d'être revenu. » Ethan s'approcha, les mains dans les poches. « Grand-mère m'a dit que tu voulais me parler, dit-il. » Patrick acquiesça. Il posa l'objet enveloppé sur l'établi et déplia lentement le tissu, révélant une veste en cuir. C'était la même que celle qu'il avait offerte à Ethan 10 ans auparavant, avec l'écusson du club dans le dos. Ethan l'avait conservée précieusement, mais ne l'avait jamais portée. « Je t'ai dit il y a longtemps que tu sauras quand tu seras prêt, » dit Patrick. « Je pense que ce moment est venu. » Ethan fixa la veste, la gorge soudainement serrée. « Tu l'as mérité, Ethan, » dit simplement Patrick. « Pas parce que tu es ici depuis 10 ans, pas parce que tu es doué dans ce que tu fais, même si tu l'es. Tu l'as mérité parce que tu comprends ce que signifie faire partie de quelque chose de plus grand que soi. Tu as protégé ta grand-mère, aidé les gens de cette communauté, et tu as été présent quand il le fallait. C'est ce que représente cette veste. » Ethan tendit la main et toucha le cuir, suivant du bout des doigts le contour de l'écusson. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire. Enfile-la simplement. » Ethan prit la veste et glissa ses bras dans les manches. Elle lui allait parfaitement, comme si elle l'avait toujours attendue. Il se tourna vers Patrick. Pendant un moment, aucun des deux ne parla. Puis Patrick se leva et posa une main sur l'épaule d'Ethan. « Bienvenue dans la famille. » Les yeux d'Ethan brûlaient, mais il ne détourna pas le regard. « Merci pour tout. » Patrick acquiesça. « Tu aurais fait la même chose pour moi. » Ethan réalisa à ce moment-là que Patrick avait raison. Il l'aurait fait. Le samedi suivant, le club organisa une petite cérémonie dans le garage. Elle n'était pas très élaborée. Seuls les membres principaux, quelques amis et Margaret étaient assis sur des chaises pliantes près de l'avant. Elle était assise sur l'une d'elles, les mains jointes sur ses genoux, les yeux brillants de fierté. Patrick se tenait au centre de la pièce et s'adressait au groupe. Il y a 10 ans, un jeune est entré dans cet atelier et a demandé de l'aide. Il ne nous connaissait pas. Nous ne le connaissions pas, mais il nous a fait confiance malgré tout. Cette confiance a tout changé. Patrick se tourna vers Ethan, qui se tenait à côté de lui, vêtu de la veste. Ethan Callahan a prouvé qu'il n'était pas seulement un mécanicien, mais aussi un frère. Il a gagné sa place ici. À partir d'aujourd'hui, il est l'un des nôtres. La salle a éclaté en applaudissements. Tommy s'est avancé et a remis à Ethan une petite épingle en métal avec l'emblème du club. Ethan l'a prise avec précaution et l'a épinglée sur le devant de sa veste. Margaret s'est levée et la salle s'est tue. Elle s'est approchée d'Ethan, lentement mais sûrement,
et a posé ses deux mains sur son visage. Je suis si fier de toi, dit-elle, la voix brisée. Ton grand-père le serait aussi. Ethan se pencha et la serra dans ses bras. La salle resta silencieuse, leur laissant profiter de ce moment. Les mois passèrent. Ethan continua à travailler au garage, mais il se lança également dans des projets parallèles. Il aidait gratuitement les mères célibataires à réparer leurs voitures, enseignait les bases de la mécanique aux enfants du quartier et faisait du bénévolat au centre communautaire où travaillait sa grand-mère. Un après-midi, une femme est entrée dans le magasin avec sa fille de 10 ans. Elle avait l'air épuisée, ses vêtements étaient usés et son visage marqué par l'inquiétude. Elle a expliqué que sa voiture était en panne et qu'elle n'avait pas les moyens de la faire réparer. Sans elle, elle ne pouvait pas se rendre au travail. Ethan a écouté, puis a hoché la tête. « Laissez-moi m'en occuper, je m'en occuperai. »« Je ne peux pas vous payer tout de suite, » dit rapidement la femme. « Mais moi, je peux. Vous n'avez pas à me payer, » répondit Ethan. « Revenez simplement dans 2 jours. » La femme le regarda, l'incrédulité se lisant sur son visage. « Pourquoi feriez-vous cela? » Ethan jeta un coup d'œil à la veste accrochée au mur, puis la regarda à nouveau. « Parce que quelqu'un l'a fait pour moi une fois. » 10 ans après être entré dans le garage en tant qu'enfant effrayé, Ethan était devenu le genre d'homme vers qui les gens se tournaient lorsqu'ils avaient besoin d'aide. Il ne réparait pas seulement des motos, il réparait des vies petit à petit. Margaret, aujourd'hui âgée de 75 ans, le regardait avec une fierté tranquille que les mots ne pouvaient décrire. Elle avait passé tant d'années à avoir peur et à croire qu'elle était seule. Mais elle n'était plus seule. Elle avait un petit-fils qui était devenu un homme honorable. Elle avait une communauté qui se souciait d'elle et une famille qui portait du cuir, roulait à moto et était là quand cela comptait le plus. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Scranton, Ethan et Margaret étaient assis ensemble sous le porche. La rue était calme et l'air était frais. Au loin, ils pouvaient entendre le grondement sourd des motos qui partaient en balade. « Tu repenses parfois à ce jour-là » demanda Margaret. « Quand tu es entré dans le garage. » Ethan acquiesça. « Tout le temps. Es-tu content de l'avoir fait? » Il la regarda et sourit. « Oui, grand-mère, je suis contente. » Margaret tendit la main et lui serra la main. « Moi aussi. » Ils restèrent assis là longtemps, regardant le ciel se teinter d'orange et de rose tandis que le bruit des moteurs s'estompait au loin. À cet instant, tout semblait parfait. 1 an plus tard, Patrick se tenait dans le garage et regardait Ethan apprendre à un groupe d'adolescents à reconstruire un carburateur. Les jeunes écoutaient attentivement et posaient des questions tandis que leurs mains se couvraient de graisse. Ethan répondait patiemment, tout comme Patrick lui avait répondu autrefois. Tommy s'approcha et se tint à côté de Patrick. « Il est doué pour ça, » dit Tommy. Patrick acquiesça. « Oui, c'est vrai. Tu crois qu'il va rester? » Patrick sourit. « Je pense qu'il est déjà chez lui. » Et c'était vrai. Parfois, sauver une vie vous en donne une autre. Parfois, la famille que vous choisissez vous choisit en retour. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et dites-nous d'où vous la regardez. Vous faites partie de cette famille.